Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation de présenter ici aujourd'hui. Mon but ce matin, ce n'est pas de vous convaincre de venir consulter en médecine génique et c'est non plus pas de vous faire devenir des experts en génétique. C'est tout simplement de vous donner de l'information qui pourrait être utile pour vous et votre famille. Donc, je vais commencer avec l'introduction à la génétique. Je vais parler de comment ces concepts s'appliquent à les implications pour la famille. Ensuite, je vais parler un peu de en quoi consiste une consulte en génétique. Et finalement, je vais explorer un peu les options reproductives qui sont disponibles aux patients. Donc, premièrement, une introduction à la génétique. Alors, les cours de biologie sont peut-être un peu loin. Alors, on va commencer avec la cellule. Notre corps est composé de milliards et de milliards de petites cellules. Et dedans, chaque cellule, nous avons notre information génétique sous forme de chromosomes. C'est grâce aux chromosomes qu'on est capable de transférer l'information génétique d'une génération à l'autre. Si on regarde les chromosomes de plus près et on les déballe, c'est là qu'on trouve le fameux ADN. Et sur l'ADN, nous avons nos gènes. On peut considérer que les gènes, c'est comme des instructions pour notre corps. Ça dit à notre corps comment fonctionner, comment développer la couleur des cheveux, etc. Le corps humain est très compliqué. Nous avons environ 25 000 gènes et tous ces gènes sont contenus sur les chromosomes. Donc, on peut considérer que les gènes, c'est comme les chapitres d'instructions et les chromosomes, c'est comme les livres. Les gènes sont écrits comme ça. C'est un alphabet de 4 molécules et on sait plus ou moins qu'est-ce que les gènes devraient dire. Alors, quand on fait les analyses génétiques, on va aller lire la séquence des lettres dans les gènes, puis on va être à la recherche de changements. Les changements peuvent être un changement au niveau d'une lettre. Alors ici, par exemple, au lieu d'avoir un G, s'il y aurait un A, ce serait un changement génétique. On peut également voir des changements, des délétions de quelques lettres, des insertions de quelques lettres, des délétions plus gros au niveau du gène au complet. Le gène peut être inversé. Donc, il y a toutes sortes de différents changements qu'on peut voir au niveau de la génétique. Quand on regarde les gènes puis on cherche des différences, on sait qu'on va trouver des différences dans tout le monde. Ça, c'est normal. On est tous un peu différents l'un de l'autre et ça, c'est reflété dans notre génétique, sans nécessairement que ça affecte notre santé. Donc, quand on regarde les gènes, il faut qu'on fasse une différence entre les gènes, les mutations qui vont affecter le fonctionnement du gène et les changements qui sont juste une variation normale de la population. Donc voilà, ça c'est les deux types de changements qu'on peut voir. On peut voir des mutations, alors des changements qui affectent vraiment le fonctionnement du gène, qui va avoir un impact sur notre santé. De l'autre côté, on a des changements qui sont bénins. On appelle ça des polymorphismes ou des SNP. Alors c'est juste une variation normale de la population qui ne devrait pas avoir un effet significatif sur notre santé. Entre les deux, nous avons les variants de signification incertaine. Donc, quand on recherche des mutations, parfois il nous arrive de trouver un changement, mais qu'on n'a pas vu auparavant. Donc, on ne sait pas si c'est quelque chose qu'on devrait catégoriser comme quelque chose qui va avoir un impact sur notre santé ou est-ce que c'est quelque chose qui est bénin. Sans l'avoir vu chez d'autres personnes, puis sans avoir d'autres données, on n'est pas capable d'interpréter ce changement. Puis on appelle ça des variants de signification incertaine ou des VUS. OK, alors comment est-ce que ces changements au niveau du gène se traduisent dans des caractéristiques visibles chez une personne? Alors, ça, c'est grâce aux protéines. Alors, l'ADN, les gènes, donnent l'instruction pour construire les protéines nécessaires pour notre corps. Et c'est les protéines qui vont par la suite aller accomplir des tâches dans notre corps. Donc, si on fait un parallèle avec les recettes, alors si on dit que les gènes, c'est comme les recettes pour les protéines, si on a une erreur dans la recette ou une faute de frappe, ça va peut-être amener un changement au niveau du plat principal. D'où viennent ces mutations? Alors, dans la NF1, on voit que 50% des mutations chez les patients ont été héritées d'un parent, soit le papa ou le maman. Et l'autre 50% qui sont qu'est-ce qu'on appelle de novo. Ça veut dire qu'ils sont nouveaux. Ils apparaissent pour la première fois chez le patient.
Et ça provient tout simplement d'une erreur lors d'une division cellulaire. Donc, c'est pas provoqué par quelque chose qu'on a fait, et non plus, il n'y a rien qu'on peut faire pour éviter ces changements au niveau des gènes. On voit qu'avec la NF1, on a tendance à avoir plus de mutations de nouveau que comparé à d'autres maladies génétiques. C'est pas très clair pourquoi avec la NF1 on a la tendance de trouver plus de mutations de nouveau, mais on pense que peut-être un facteur c'est le fait que le gène pour le NF1 c'est vraiment très grand. Alors juste par le fait d'avoir plus de lettres, on a plus de possibilités d'introduire une erreur lorsqu'on copie l'information génétique. On pense qu'en moyenne ça arrive chez une personne sur 10 000. Donc, parce que on peut voir ces mutations apparaître pour la première fois, dans le NF1, on observe le phénomène qui s'appelle le mosaïcisme. Puis ça arrive lorsque, durant le développement de l'embryon ou du fœtus, alors tout le monde provient d'une petite cellule et la cellule se divise en 2, en 4, etc. En général, quand la cellule se divise, donc quand une cellule devient 2, il faut copier le matériel génétique pour que les 2 gènes aient la même information génétique que le premier cellule. Lorsqu'on copie l'information génétique, c'est possible que, juste par erreur, on introduit comme des fautes de frappe. Encore une fois, il n'y a pas de facteur qui augmente ce risque. Il n'y a rien qu'on fait pour causer ces mutations. C'est vraiment juste une erreur du mécanisme de division cellulaire. Donc voilà. Alors, dépendamment de lorsque cette mutation s'introduit, c'est possible que pas toutes les cellules du corps vont avoir la mutation. Donc, par exemple ici, si la mutation s'introduit à ce niveau-là, ben toutes les cellules qui proviennent de celui-là vont avoir la NF1, versus les cellules ici, toutes les cellules descendantes ne vont pas avoir la mutation. On appelle ça le mosaïcisme, et ça peut expliquer pourquoi chez certaines personnes il y a une présentation moins sévère, parce que peut-être c'est pas tous les tissus du corps qui sont touchés. Et aussi, parfois, on peut observer que il y a une différence importante dans une tissu versus une autre, et c'est parce que les autres tissus n'ont pas la mutation causale pour la NF1. OK, alors, c'est quoi les implications de tout ça pour la famille? Ça, c'est une photo de chromosomes. On a 46 chromosomes au total, qui est composé de 23 paires. Donc, on a deux copies de chaque chromosome. Tous les chromosomes sont les mêmes entre les hommes et les femmes, sauf le petit dernier ici. Chez un homme, on a le petit Y, et chez les femmes, on a un deuxième X. Mais les restes des chromosomes, c'est les mêmes entre les hommes et les femmes. Le gène pour la NF1 se situe sur la chromosome 11 ici. Donc, on a 2 copies de chaque chromosome, puisque les gènes sont sur les chromosomes, on a 2 copies de chaque gène. On reçoit une copie de chaque paire de notre père, puis l'autre va venir de notre mère. Donc, on est vraiment moitié notre père, moitié notre mère génétiquement. Lorsqu'on va avoir des enfants, on va leur transférer un de chaque père, et notre partenaire va donner l'autre pour que nos enfants aient un bagage génétique complet. Et c'est au hasard lequel des 2 copies qu'on va transmettre. Donc, pour une personne avec une mutation sur une des 2 copies de la NF1, cette personne va être considérée comme atteinte de la NF1 parce qu'elle a une mutation. Parce que il suffit juste d'avoir une mutation des 2, on appelle ça une transmission dominante. Alors, la copie avec la mutation domine la copie qui n'a pas de mutation. Autosomique veut tout simplement dire que c'est en lien avec les chromosomes autres que le XY. Alors, les chromosomes ici qui sont les mêmes entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une transmission autosomique dominante. Alors, lorsque cette personne va avoir des enfants, il va transmettre une des 2 copies de ce gène. Alors, soit lui ou lui. C'est le hasard qui détermine lequel qu'on va transmettre. Donc, pour chaque enfant, pour chaque grossesse, il y a un risque sur 2 de transmettre la mutation et un risque sur 2 de transmettre la copie normale. Encore une fois, même en sachant que la mutation existe d'avance, il n'y a rien qu'on peut faire pour changer laquelle des 2 copies qui va être transmise. C'est vraiment le hasard.
Et c'est de ici qu'on obtient le pourcentage de 1 sur 2 ou 50% de risque de transmettre la NF1 à la prochaine génération. C'est comme lancer une pièce, donc le résultat d'un enfant n'affecte pas le résultat de l'autre enfant. Donc, si notre premier enfant a la NF1, ça nous donne pas plus de l'information sur le statut de notre deuxième enfant. C'est comme lancer une pièce, à chaque fois, on peut avoir pile trois fois de suite, comme on peut avoir face 3 fois de suite. C'est vraiment indépendant à chaque fois. OK, on est capable de prédire le risque de transmettre la NF1 à la prochaine génération, mais on n'est pas capable de prédire comment que ça va présenter. Donc, vous le savez probablement que c'est une maladie qui est très, très, très variable et on voit cette variabilité même dans une même famille. Alors, juste parce qu'une personne a une atteinte sévère ou pas sévère, on ne sait pas pour son enfant si lui aussi va avoir une atteinte sévère ou pas sévère. Alors, actuellement, on n'a pas de façon de prédire comment ou quand ça va se manifester. Donc, si, comme le titre de ma présentation, qu'est-ce que la génétique peut faire pour vous? Alors, c'est sûr que offrir un test génétique, ça pourrait aider à clarifier un diagnostic qui soit atypique ou chez quelqu'un peut-être qui ne remplit pas les critères, peut-être parce que la personne est trop jeune encore. Mais généralement, la diagnostic de NF1 s'est établi sur des signes cliniques. Donc, la génétique, c'est comme un ajout. C'est surtout utile lorsqu'on parle de dépister la famille. Alors, lorsqu'on identifie que quelqu'un a le diagnostic du NF1, il faut dépister la famille pour voir si eux aussi pourraient bénéficier d'un meilleur suivi. Alors, au lieu de faire une évaluation complète, on peut tout simplement offrir un test génétique pour avoir une réponse claire, oui ou non. Et c'est aussi utile lorsqu'on parle des options reproductives, alors pour pouvoir offrir les options du diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Alors, comment ça se passe quand vous venez en génétique? Alors, généralement, les consultes commencent avec ce qu'on appelle du contracting, alors une clarification des attentes. On essaie toujours de s'assurer qu'on comprend le but du patient pour mieux le servir. Ensuite, on va prendre une histoire familiale détaillée sur trois générations pour voir s'il y a d'autres pistes à explorer. On prend une histoire médicale détaillée. Puis ensuite, on fait le conseil génétique. Puis le conseil génétique, ça ressemble vraiment beaucoup à la présentation que je vous donne aujourd'hui. On parle de la génétique, on explique la transmission, on explique les répercussions des analyses possibles sur la famille, les implications psychosociales, socio-économiques, comment ça pourrait changer la surveillance, etc. On vous accompagne dans le processus de prise de décision, si oui ou non vous voulez poursuivre avec les analyses. Et si oui, on fait le consentement. Les tests génétiques, ça prend à peu près 2 à 3 mois pour avoir des résultats. C'est envoyé à des laboratoires américains et on vous donne généralement les résultats en personne. Le test génétique, c'est très simple. Ça se fait par une prise de sang où est-ce qu'on va aller isoler les globules blancs, puis ensuite extraire l'ADN et on va par la suite cibler la NF1 pour faire l'analyse. Quand on fait le test, il y a 3 résultats possibles. Il y a un résultat positif, donc on trouve la mutation causale de la NF1 chez la personne. Il y a un résultat négatif, qui veut dire qu'on ne trouve pas la mutation causale chez le patient. Ça arrive chez à peu près 5% des personnes avec la NF1. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas la NF1, donc ça ne remet pas en question le diagnostic. C'est tout simplement qu'avec les techniques qu'on a utilisées, on n'a pas été capable d'identifier la cause sous-jacente du diagnostic. Et entre les deux, on a des changements, on peut dire un peu zone grise. Donc, encore une fois, les variants de signification incertaine. Donc, des changements qu'on identifie, mais on n'a pas assez de recul et assez d'informations pour pouvoir dire oui ou non, est-ce que c'est la cause du diagnostic chez le patient. C'est des résultats un peu embêtants de trouver un VUS. Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive, c'est qu'on le considère comme un résultat non informatif, puis on le met de côté et on fait rien avec.
La raison pourquoi, c'est parce que si jamais on dit que, probablement c'est la cause du NF1 et on se trompe, si on a fait des décisions cliniques dans la famille basées sur ça, puis on se trompe, ça peut avoir des implications très graves. Donc, on préfère d'être prudent et de le traiter comme un résultat non informatif. OK. On va passer ensuite aux options reproductives. Alors, pour ceux qui ont un diagnostic de NF1, qui veut avoir des enfants, mais qui veut pas transmettre la NF1 à leurs enfants, il y a plusieurs options. Il y a le dépistage prénatal. Je vais parler un peu plus de détails plus tard, mais le dépistage prénatal, c'est tester une grossesse qui est en cours. Le dépistage préimplantatoire, ça serait de créer un embryon dans un laboratoire grâce aux cellules des parents. Et ensuite, tester l'embryon pour voir si oui ou non l'embryon a hérité le NF1. Et pour les embryons qui sont indemnes, on va implanter ceux-là chez la maman. On peut faire un don de sperme si c'est le père qui est atteint ou un don d'ovule si c'est la mère qui est atteinte. Et aussi, il y a toujours l'option d'adoption. Alors, il y a plusieurs options. Je vous dirais qu'il n'y en a aucun des quatre qui est vraiment parfait. Donc, c'est vraiment une question d'explorer les pour et les contre et de décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous. OK. Le dépistage prénatal, donc, comme j'avais dit, c'est une question d'avoir une grossesse naturelle et de tester une grossesse qui est déjà en cours pour voir si cette grossesse est atteinte oui ou non. L'intention, c'est que si la grossesse a hérité la NF1, qu'on va interrompre la grossesse. Donc, évidemment, c'est un processus qui peut être très désagréable pour la famille et très difficile. On commence seulement ce processus si on sait que les parents ont l'intention d'interrompre une grossesse. La raison pourquoi, c'est parce que c'est une procédure invasive qui met la grossesse à risque. C'est sûr qu'on ne veut pas faire ça. C'est juste pour satisfaire à la curiosité, juste pour préparer les parents, par exemple, parce qu'on peut juste tout simplement faire les tests à la naissance. Alors, si les parents veulent garder la grossesse, peu importe si c'est atteint ou non, ce n'est pas la bonne option. À cause de la transmission autosomique dominante, à peu près 50% du temps, la grossesse va être atteinte. Et à cause de cette indépendance entre les grossesses, malheureusement, c'est possible d'avoir plusieurs grossesses par la suite atteintes. Puis évidemment, ça c'est très, très difficile pour les parents d'arrêter une grossesse qui est voulue. Si les tests sont faits avec la recherche de la mutation causale, mais si la mutation n'est pas identifiée, comme peut être le cas chez 5% des couples, des personnes, on peut aussi faire des analyses par linkage. Puis linkage, c'est au lieu d'analyser pour la mutation spécifique, on essaie de trouver au moins la copie du gène qui est la cause et on exclut le gène au complet. Pour faire ça, par contre, pour identifier c'est lequel des deux copies qui est causal chez le patient, il faut avoir d'autres membres de la famille atteints aussi pour pouvoir différencier c'est quel des deux gènes qui est causal de la NF1. Donc, c'est pas toujours possible, mais il y a d'autres options si jamais la mutation n'est pas trouvée. Il y a deux façons de tester une grossesse en cours. La première, c'est un choriosynthèse. Ça peut être fait entre 11 et 13 semaines de grossesse. Alors, ça se fait avec une insertion d'un seringue par le col, puis on va prendre une petite biopsie du placenta et on va extraire l'ADN du fœtus et tester pour la présence de la mutation. Comme je dis, ça a des implications de risque pour la grossesse. Alors, ça augmente le risque de fausse couche d'à peu près 1 sur 150. Avec ce processus, ça prend entre 3 et 4 semaines pour avoir des résultats. C'est un peu long, mais il faut faire pousser les cellules avant, puis ensuite extraire l'ADN, envoyer l'ADN aux États-Unis. Donc, au plus vite, c'est 3 ou 4 semaines. Donc, on est rendu à 14 ou 17 semaines avant d'avoir les résultats, qui peut être difficile pour le couple, parce que si jamais c'est positif, évidemment, il y a déjà un certain attachement qui se fait au fœtus, puis des attentes d'un futur enfant. Donc, ça peut être très difficile. L'autre option, c'est de faire une amniosynthèse. L'avantage avec l'amniosynthèse versus l'autre procédure, c'est que le risque de fausse couche est un peu moins élevé, mais par contre, il faut attendre quelques semaines de plus.
Puis une amniosynthèse, ça se fait avec une aiguille transabdominale pour aller chercher un peu de liquide amniotique. Donc, il y a des pour et des contre pour l'un ou l'autre. Alors, c'est une question de balancer les risques versus avoir des résultats un peu plus rapidement. Et c'est une décision qui est très personnelle. Je dirais que la majorité des patients choisissent l'amniosynthèse, mais il y a toujours des personnes qui veulent faire le choriosynthèse pour avoir des résultats plus rapidement. OK, l'autre option, c'est le dépistage préimplantatoire. Donc, a priori, je dirais que moi, à mon vue, ce serait l'option idéale, mais il y a beaucoup de problèmes avec ce choix. Alors, comme j'avais expliqué rapidement, ça se fait avec la collection des gamètes, donc les cellules reproductives des deux parents, spermatozoïdes et les ovules. On fait la fécondation à l'extérieur de la personne au laboratoire pour créer des embryons, donc le début d'un fœtus. Et on laisse pousser ces embryons quelques jours et on extrait une ou deux cellules pour pouvoir sortir l'ADN de l'embryon pour faire l'analyse. Donc, la première étape, c'est la collection des gamètes. Pour faire un don de sperme pour les hommes, ça se passe assez facilement. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre des médicaments pour provoquer le développement des ovules pendant quelques semaines. Puis ensuite, il faut faire une procédure pour faire la collecte des ovules. Puis la première étape, c'est probablement l'étape la plus importante pour déterminer si on va avoir du succès ou non. Parce que pour augmenter les chances de succès, on veut avoir le plus nombre d'embryons possible. Donc, une étape limitante, c'est l'obtention des ovules. Le plus d'ovules qu'on peut obtenir, la meilleure chance qu'on va avoir une grossesse en santé. Et ça se repose beaucoup sur l'âge de la femme. Donc, les femmes plus jeunes vont produire plus d'ovules. Ensuite, on prend les ovules et on les mixe avec les spermatozoïdes pour faire la fécondation et on les laisse pousser. C'est pas toutes les ovules fécondés qui vont développer. Donc là, encore une fois, c'est possible de perdre certains embryons. Et ensuite, on fait l'extraction d'une cellule, on fait le test génétique. Encore une fois, à cause de la transmission autosomique dominante, on va avoir la moitié des embryons qui sont atteints. Donc, on perd une moitié des embryons. Et ensuite, on fait l'implantation. D'habitude, c'est une ou deux à la fois. J'ai essayé d'avoir des estimations du taux de succès et c'est très difficile parce que c'est des estimations qui sont très variables, qui se reposent sur plusieurs facteurs. Mais pour vous donner une idée, il semble qu'à peu près 20 à 25% des couples vont avoir une grossesse non atteinte par la suite de ce processus. L'autre problème, c'est que ce n'est plus remboursé par le gouvernement et c'est très, très, très dispendieux. Ça coûte entre 10 et 15 000 $ pour le tout. Actuellement, il y a des crédits d'impôt qui sont remboursés, mais à quel point que ça aide beaucoup, je ne sais pas. J'ai mis quelques règles qui existent actuellement en lien avec le DPI pour les crédits d'impôt. Alors, vous voyez à quel point que c'est quand même serré. Il y a beaucoup de règlements. Alors, il limite le nombre d'embryons qui peut être implanté dépendamment de l'âge. Certains patients ne sont pas éligibles s'ils ont d'autres enfants. Donc, si une personne du couple a un enfant d'une autre union, peut-être, sont plus éligibles pour avoir les crédits d'impôt. Et le montant qui serait remboursé, ça va être dépendant du revenu familial. C'est sûr que si la personne est en mesure de payer ça de sa poche, il peut faire qu'est-ce qu'ils veulent avec les cliniques, mais pour avoir les crédits d'impôt, il y a certaines réglementations. Une autre limite au dépistage préimplantatoire spécifique avec le NF1, c'est la technique qui est utilisée pour faire les analyses. Parce que le test dans le DPI s'est fait à partir de une ou deux cellules, il n'y a pas beaucoup de matériel génétique, donc il nous manque la précision. Alors, le test n'est pas fait pour analyser la mutation. Le test est fait en regardant le gène au complet. Donc, ça, c'est le phénomène de linkage que j'avais expliqué. Alors, au lieu d'exclure et de tester la présence ou l'absence de la mutation, il teste quelle copie du gène est là. Mais là, encore une fois, il faut être capable d'établir quelle copie de ce gène est causale. Ça nécessite souvent d'autres membres de la famille avec la mutation pour pouvoir avoir une bonne idée de quelle copie du gène est causale.
Aussi, si la personne est mosaïque, on peut jamais prédire quelles cellules vont être atteintes. Donc, on ne sait pas si les ovules et les spermatozoïdes vont avoir la mutation, oui ou non. Donc, si on teste pour le gène au complet, on n'est pas capable de différencier la copie du gène qui porte la mutation ou la copie du gène qui aurait développé la mutation, mais qui n'a pas la mutation. Donc, pour les mosaïques, ça ajoute un autre niveau de complication. Il commence à offrir une nouvelle technique en DPI qui permet parfois de quand même offrir le DPI lorsque c'est des mutations de nouveau, mais ce n'est pas toujours possible, c'est vraiment du cas par cas. Voilà. Ensuite, la dernière option, c'est un don de sperme ou ovule. Donc, si c'est le père qui est atteint, on peut faire un don de sperme avec l'insémination intra-utérine. Il y a plusieurs banques de sperme à Montréal, donc c'est assez facile d'obtenir l'échantillon. On peut aussi, s'il y a un proche qui veut faire le don, ça c'est une autre option aussi. Il y a des frais associés avec l'insémination intra-utérine, mais sont pas énormes. Si c'est la femme qui est porteuse, on peut faire un don d'ovule. Encore une fois, si on connaît quelqu'un qui veut faire le don d'ovule, ça peut être fait avec un proche. Encore une fois, la femme doit passer des traitements de fertilisation et de faire le procédure pour faire la collecte des ovules. Sinon, il y a une banque d'ovules aux États-Unis. Encore une fois, c'est très dispendieux. Et avec un don d'ovule, il faut faire la fécondation au laboratoire et l'implantation par la suite de l'embryon. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Juste pour les tests génétiques, je pense à ma fille qu'éventuellement, si on va se marier, qu'elle va avoir des enfants, elle est porteuse du gène, mais si elle veut savoir si son mari le vit aussi, c'est où qu'ils vont pour les tests? Mais parce que c'est un diagnostic qui est fait sur une base clinique, généralement, il n'y a pas de dépistage qui est fait pour les conjoints. Parce que on se dit, ben s'il y aurait la NF1, probablement on verrait des symptômes. Oui, c'est possible d'avoir la NF1 sans être symptomatique, mais c'est tellement une maladie rare que c'est pas quelque chose qu'on teste d'emblée. Oui? Pourquoi les séquences aux États-Unis? Très bonne question. Je sais pas si vous travaillez dans le milieu de santé. OK. Oui, alors pourquoi les analyses se font aux États-Unis et non pas au Canada? Ben, tout simplement, il n'y a aucun laboratoire qui est accrédité pour faire l'analyse. En fait, il y a très peu de séquençage de nouvelle génération qui est fait au Québec. Il y a plusieurs laboratoires qui commencent à travailler sur des projets pour avoir l'approbation de INES pour offrir ces tests. Mais actuellement, c'est juste pas quelque chose qui est offert au Québec. Avec le nouveau projet Optilab, c'est un peu l'intention du gouvernement québécois de repatrier tous les tests au Québec, mais je pense qu'on est loin d'être capable de faire ça. Et c'est sûr que les tests génétiques, on veut les faire dans un laboratoire clinique approuvé, certifié pour être confiant dans les résultats. Oui? L'endroit où sur le sol, puisque la mutation est située, ça n'a rien à voir avec la sévérité de la maladie? Très bonne question. Il n'y a pas de corrélation qui est très claire entre où est la mutation et le développement de la maladie. La seule corrélation qu'on voit, c'est lorsqu'on a des délétions complètes du gène. Donc, ce serait une personne qui a vraiment juste une copie du NF1 puis l'autre copie, le gène est manquant. Eux, ils ont tendance à avoir une présentation plus sévère. Mais à part ça, c'est la seule corrélation qui a été établie. Et même ça, de façon anecdote, je connais un patient qui a une délétion qui est très peu symptomatique. Donc, il n'y a pas de lien très clair qu'on peut faire. OK. Et l'autre question que j'ai, c'est dans le cas d'hérédité,
Est-ce que l'enfant qui a l'ALS, est-ce que la mutation est le même enfant que celui du parent? Ou ça peut être ailleurs? Oui, alors si c'est hérité, on s'attend que ça va être la même mutation. Sinon, ce serait une mutation de novo et d'avoir un patient atteint avec un enfant de novo, juste statistiquement, c'est très peu probable que ça va arriver. Donc, oui. Et parce que le matériel génétique qu'on a, on le reçoit de nos parents. Donc, on s'attend que c'est le même que qu'est-ce qui est chez nos parents. Oui. Est-ce qu'on peut avoir de la gène sans avoir la maladie? Premièrement, tout le monde a le gène NF1. Quand on parle entre amis ou dans les médias de la génétique, on va souvent dire que j'ai un gène, mais c'est pas la présence ou l'absence d'un gène qui affecte notre santé, c'est vraiment des changements au niveau du gène. Donc moi j'ai 2 copies du NF1, mais a priori, je pense pas que j'ai des mutations dans le gène, donc je n'ai pas le NF1. Quelqu'un qui a le NF1, il y a aussi 2 copies. C'est juste que dans un de leurs 2 copies, il y a une mutation. C'est une question intéressante. Puis c'est un peu philosophique parce que comment est-ce qu'on définit la NF1? Est-ce que c'est sur la base clinique ou est-ce que c'est la présence d'un changement génétique? Mais probablement, je dirais que c'est plus clinique. Mais il y a certaines personnes qui peut-être remplissent pas les critères, mais qui ont quelques symptômes. Donc là, encore une fois, est-ce que tu considères ça comme un NF1? Mais s'il y a un changement génétique dans la NF1 sans que la personne soit symptomatique, d'après moi, je dirais que probablement c'est un changement bénin. Donc oui, on peut avoir des changements bénins dans les gènes qui ne affectent pas notre santé, alors c'est possible, mais on va pas le considérer comme une mutation. Je sais pas si ça répond à votre question. C'est une très bonne question avec une réponse très compliquée. Merci. Oui? Moi, je voudrais savoir, parce que souvent, quand j'étais plus jeune, on disait que ça n'avait pas les enfants. Parce que la maladie de génération d'hérédité à hérédité amplifie. C'était plus grand. OK. Comme lui, son père, c'était plus petit. OK. En tant que symptôme, lui, c'est plus. On dit aussi que ses enfants, ça serait encore plus. OK. Développé. Ça fait référence à un phénomène qui s'appelle l'anticipation. Et c'est quelque chose qu'on voit avec des maladies génétiques, mais causées par un autre type de mutation. À ma connaissance, il n'y a pas d'anticipation sur la base génétique. Moi, j'avais compris que la variabilité, c'est vraiment un peu le hasard qui le détermine, mais je suis pas une clinicienne, alors je suis pas la meilleure personne à répondre à la question, mais à ma connaissance, la variabilité, c'est pas nécessairement de plus en plus grave avec les générations. C'est bon. Merci. D'autres questions? OK. Oui? Supposons qu'il y a un diagnostic clinique de positif et que la prise de sang serait négative. Comme tu disais, elle est comme 5% des cas des fois qui arrivent. Est-ce que ça veut dire que quand ça n'apparaît pas dans le sang et que ça apparaît, mettons, cliniquement, que les symptômes seraient moins forts, mettons? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés et que ça pourrait être... Pas nécessairement. Je pense qu'il y a pas nécessairement une corrélation entre le test génétique et la présentation clinique parce que il y a plusieurs façons qu'on pourrait expliquer un test négatif. Soit qu'on n'a tout simplement pas regardé dans la bonne place dans le gène, ou peut-être les cellules dans le sang n'ont pas la mutation, mais les cellules dans d'autres tissus ont la mutation. Donc, il n'y a pas nécessairement un parallèle direct entre la présence ou l'absence d'une mutation et la sévérité de la condition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe maintenant pour les cellules qui sont atteintes? Est-ce qu'il y a une façon de... Comme une thérapie génique? Oui, de ralentir leur production, de faire des tumeurs? Très bonne question. Je pense que c'est quelque chose où est-ce qu'il y a beaucoup de focus ces jours-ci. Il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la thérapie génique. Actuellement, il y a très peu de thérapies qui existent cliniquement pour des patients. Un des problèmes, c'est que
généralement, c'est l'ADN dans chaque cellule du corps. Alors, il faut changer l'ADN dans chaque cellule. C'est un travail énorme. Et aussi, les techniques qui existent pour éditer l'ADN sont pas vraiment mises à point encore. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de thérapie à court terme qui va ralentir ou arrêter ça au niveau génétique. Est-ce que Véronique disait tantôt pour les gens qui ont des plexiformes, le médicament qui va commencer à être testé dans la prochaine année à Saint-Justine va possiblement ralentir ça? C'est ce qu'on est montré aux États-Unis. Mais j'en sais pas plus que ça. Ça semble. OK, ouais, je devrais ajouter que moi, mon expertise, c'est vraiment la génétique. Alors, d'autres questions, je suis pas en mesure de répondre. OK, ben, merci beaucoup.